Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 13, spécial taupe. Cette semaine, je vous parle d'une taupe au sein du SPVM. Et mes champions de la semaine sont 3 jeunes explorateurs urbains qui sèment la controverse. Bonne écoute! Nicolas! Marie-Ève. Bienvenue à cet épisode 13. L'épisode maudite. L'épisode maudite avec un son pas bon qu'il a fallu qu'on recommence un peu souvent. Donc, ça arrive. Je pensais que ça allait plus nous arriver. On était sur une lancée, là. Ouais, les premiers épisodes étaient tough. On les a repris une couple de fois. Là, ça allait bien depuis un petit bout. Puis là, je sais pas, c'est l'Halloween, c'est l'épisode 13. Oui. J'ai croisé les flux, je sais pas ce que j'ai fait. C'est la malédiction de l'épisode 13. On devait faire comme dans les hôtels. Il n'y a pas de 13e étage dans les hôtels. On ne devrait pas avoir de 13e épisode. Ça a passé froche. Comptez-vous chanceux. Si vous écoutez présentement l'épisode numéro 13, c'est parce qu'on est persévérant. Et si vous ne l'écoutez pas, vous ne pouvez pas m'entendre dire que tant pis, il n'y en aura pas, puis c'est tout. Mais il y en a un. Il y en a un. Alors, qu'est-ce qu'on boit, Nicolas? On boit des Montrouges. Des Montrouges. Oui. C'est des... en fait, ça provient de les vins Arista. Ah, d'accord. La compagnie. Donc, c'est produit au Québec, à Rougemont, la capitale de la pomme. Oui. C'est un cidre pétillant. Oui, c'est un cocktail au cidre pétillant gazéifié. Ça contient 5% d'alcool. Oui. Il y a différents prêts à boire aussi. Il y en a à base de vin. Il y a des cidres. Dans les cidres, nous, on a pommes vertes et agrumes. Oui. Mais il y a aussi pamplemousse rose et melon d'eau et fraise basilic. Fraise basilic, ça doit être bon, ça. Oui. Donc, pamplemousse rose aussi. Nous, on a goûté agrumes et pommes vertes. Oui, c'est ça, pommes vertes. Pommes vertes, c'est ça. Ouais. C'était très bon. Donc, on vous les conseille. Ça s'achète en épicerie. Oui. Et là, c'est ça, je voulais... En faisant les recherches pour parler du drink, ben là, j'ai découvert que c'est La Sonde qui produit ça. Ouais. Donc, c'est pas comme si je veux qu'on les boycotte ou rien. Là. Je dis pas rien, puis c'est bon, puis achetez-en, puis buvez-en si vous aimez ça. Des cidres. C'est juste drôle parce que... Oui, en référence à notre épisode 10 qu'on a fait, le cas de La Sonde. La Sonde. Vous irez écouter ça si vous ne savez pas pourquoi qu'on devrait être gêné des fois quand on boit du La Sonde. Mais c'est très bon. Donc, oui, c'est super. C'était Cheers. Cheers. On fait des cheers, nous autres. Ah ben oui, hein, allons-y. Cheers, allons-y. Ting, ting. Ting, ting. Est-ce que c'est toi qui fais le champion de la semaine? Yeah! Pour l'épisode 13, Encore l'épisode une fois. maudit. On va en faire une habitude, là. Ah, oui, hein, c'est vrai que tu as fait quelques champions de la semaine. Mais je t'annonce que tu fais celui-là d'Halloween aussi. Oui. D'accord. Fait que... allons-y. Je trouve que t'es bon. Peut-être si t'étais moins bon, je t'en déléguerais moins. Mais t'es bon. Ouais, c'est un vieux truc, ça. Ouais. Ouais. Mais t'es bon. T'es vraiment bon. J'aime ça. Impressionne-moi. Ah oui, on n'a pas dit le thème, mon Dieu. On l'a dit dans l'intro. Ouais. On parle de taupe, on parle d'espion. Moi, c'est un sujet qui me passionne. En faisant mes recherches, j'ai lu un livre qui parlait exclusivement de taupes. Beaucoup de taupes qui venaient de la Russie, naturellement. Et moi, je pensais que ces gens-là, ils se promenaient dans des ruelles avec un imperméable et c'est tout. Non. Les taupes ont des vies à part entière et se créent des personnages parfois qui pourraient passer pour n'importe quel voisin. Là. Ah oui, puis ils peuvent passer toute une vie. Oui. Ben, en tout cas, on l'en voit dans les films ou dans les romans ou des choses comme ça, là, mais tu sais, des espèces d'agents d'infiltration, peu importe, là, qui sont
là, toute une vie durant, ils font des carrières au complet. Oui. Jusqu'au jour où on a besoin de leurs services. Puis là, ben, ils sont bien implantés dans le domaine où on leur a demandé de rentrer. Puis des fois, ils font des rapports à travers leur étude, à travers leur job. Ils ont des enfants avec une autre taupe. Des fois, c'est un couple de taupes qui ont des enfants. Les bons voisins, les bons citoyens, ils vont à l'église. C'est vraiment des gens ordinaires des fois qui ont des postes bien implantés à l'université, dans des entreprises de communication, des entreprises de sécurité, où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'information sensible naturellement, mais on se douterait jamais. Et quand elles sont repérées, elles sont envoyées dans leur pays d'origine. Ouais. Et souvent, leur entourage est extrêmement surpris de voir que c'était des taupes. C'est fascinant. Donc, j'ai lu un excellent livre sur les taupes. Je vous mettrai le lien sur notre groupe Facebook. C'était quoi? Et il y avait un cas dont je veux vous parler qui était québécois. Il faut que je fasse mon champion. Oui, mais le sujet m'a fasciné. Fait que, vas-y avec le champion. D'accord. Donc, on commence. Vas-y. 3 personnes, dont 2 Russes et 1 Ukrainien, ont été arrêtés pour avoir pénétré dans une usine d'armes en Albanie. Quand ça? Une usine d'armes abandonnée en Albanie, ce qui a suscité la perplexité des autorités albanaises. OK. C'est dernièrement, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, le mois passé? Ouais. Mettons en 2023. À l'automne 2023. Est-ce que c'est janvier, février, mars 2023? Mars 2023. Ouais, OK, parfait. Le mois numéro 3. Excellent. Donc, les 3 personnes, OK, c'est des personnes qui sont passionnées d'exploration urbaine. Je sais pas si tu connais un peu c'est quoi l'exploration urbaine. Ah, un petit peu, mais pas tant. C'est une activité, dans le fond, qui consiste à visiter puis à photographier des lieux abandonnés, des bâtiments. Ah, j'adore ça. Moi, je suis trop chicken pour faire ça. Je trouve ça tellement beau. Puis des fois, c'est épeurant, là. Ouais, c'est creepy as fuck. Là. Oui. Hey, te rappelles-tu, en face de chez nous, il y avait une maison abandonnée? Ouais, puis on n'a jamais osé rentrer. On n'a jamais osé rentrer. C'est notre voisin d'en face jusqu'à temps qu'il, naturellement, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Ils l'ont détruit pour faire des... Condo. Mais on a eu une maison abandonnée en face de la maison durant des années. C'était plus ou moins abandonné, là, je te dirais. Il y avait pas mal de monde qui faisait des passes de... Oui, de beaucoup de choses. De beaucoup de choses là-dedans. Mais tu te rappelles qu'il y a eu un super party d'Halloween? Non. Ah, tu te rappelles pas de ça? Je m'en rappelle pas. Il y a un jeune homme qui est venu sonner puis qui a dit... J'ai loué la maison d'en face au propriétaire pour faire un party d'Halloween. T'as raison. T'en rappelles-tu? Ben, je me rappelle, ça fait des mais années. Je me rappelle pas d'avoir vu le monde faire le party là. Ah, moi, je m'en rappelle. Puis là, je me sentais comme dans le film, là, que c'est le jeune qui a que les voisins, c'est un couple de trentenaires qui se pensent cool, mais qui sont pas cool, là. Sorority, là. Ah oui! Je sais pas c'est quoi le film, je m'excuse. Avec Seth Rogen. Avec Seth Rogen, ouais. Bon, c'est un couple de 30... C'est sororité, là. C'est sororité, okay. Puis ils ont l'affaire de filles, sororité de filles à côté d'eux, là. Ah oui. Non, c'est des gars au début, le premier film, puis c'est des films dans le deuxième. C'est ça. Fait que là, il va voir le couple trentenaire pour dire, nous, on est cool, tu sais, la maison, c'est une sororité, on fait des parties et tout. Puis là, le couple, que dans ma tête, c'était nous, se trouve assez... cool pour aller faire le party avec les jeunes. Mais en fait, ils pensent qu'ils vont être capables d'infiltrer le party. Oui. Puis ça marche pas partout. Puis clairement, c'est des adultes beaucoup trop responsables, puis ils sont repérés tout de suite. Ouais. Bref. Le jeune homme nous avait dit, je fais un party en face de la maison. Il est venu nous supplier de pas appeler la police. Puis de pas y aller. C'est ça. Puis moi, je voulais qu'il nous invite. Je me suis dit, s'il nous invite, tu sais, on n'appellera pas la police. On n'a jamais été invité. Non. Ceci étant dit, il avait dit qu'il avait trouvé des choses vraiment glauques dans la maison. Lire ici un berceau avec une poupée dedans. Des affaires, des affaires vraiment effrayantes. Puis il avait loué des toilettes chimiques, puis ils ont fait le party dans la maison. Et ils ont sûrement tout pété, parce que c'est pas grave. Elle a été démolie après. Ouais, c'est ça. Mais quelle belle idée de faire un party d'Halloween qui avait tout décoré. Je trouvais ça super le fun. Ouais. Oui, excuse-moi, aparté. Vas-y. Pas de trouble. Donc, c'est ça. Fait que c'est
l'objectif de ce monde-là, c'est d'aller prendre des photos de lieux abandonnés. Puis ce groupe-là se spécialisait un peu dans les bases militaires désaffectées, les silos de missiles de la guerre froide abandonnés, d'autres choses comme ça. Puis en étant en Europe de l'Est, il était comme un peu bien servi là, parce que les infrastructures militaires abandonnées qui ont servi à la guerre froide, il y en a à deux coins de rue. C'est en Albanie, t'as dit, hein? Oui, en Albanie. Oui. Pas Albanie-New York, là. Non, c'est ça. pas au sud, là, quand tu t'en vas en autobus puis t'arrêtes dans un arrêt-stop glauque. Oui, c'est ça. Donc, malgré la nature ineffacée de leur hobby, il y a des doutes qui ont été mis quant à leur véritable intention d'être là. Okay? Parce que, vois-tu, les 3 suspects, les 3 ont été suspicionnés. Suspectés d'espionnage. Parce qu'ils se sont fait attraper la main dans le sac en explorant ce lieu, cette usine abandonnée d'armes. OK, fait qu'ils ont exploré une usine abandonnée d'armes puis ils se sont fait prendre par les autorités? Par des militaires qui patrouillaient dans ce coin-là. OK, ils étaient subtils? Pas vraiment, parce que je te dirais, ils sont arrivés en Chevrolet Camaro orange vif. En plein jour. Wow! C'est cool pareil! Ouais, en plein jour. Ils ont comme escaladé le mur là, pour traverser. Puis il y a un d'eux qui a été repéré, puis il s'est fait attraper par un garde. Quand il s'est fait attraper par le garde, il a push-pouté vaporisé du poivre de Cayenne. Ah, au garde? Plus, au garde militaire, au militaire. Eh, Seigneur, il voulait vraiment pas se faire pogner. Non, c'est ça. En plus, après ça, quand il a fini par se faire attraper, il était plusieurs gardes. Là, il a tout de suite dit aux gardes, je suis un agent russe. Oh! Ouais. OK. On ne sait pas trop pourquoi. Mais cet homme-là, c'est... en fait, c'est vraiment un Russe, là, au moins. OK. Et un jeune homme de 24 ans. Oui. OK, c'est pas un citoyen de l'Albanie, là. Il habite en Russie. OK, puis il a dit, je suis un espion russe. Il a pas dit je suis un espion, il a dit je suis un agent russe. Un agent russe. Mon Dieu, il aime ça, le trouble. Ouais. Puis c'est un jeune homme de 24 ans nommé Mikhail Zorin. OK. Donc, il a tout de suite prétendu d'être un agent russe, tout en affirmant être venu en Albanie que pour prendre des photos artistiques de bâtiments abandonnés. D'accord. Fait qu'il a pas dit genre je suis en mission, je me suis fait attraper. Là. Il a dit je suis là pour le fun. Là. C'est ça, je suis un agent russe, mais en ce moment, je prends des photos pour mon plaisir. Ouais. Ça se peut. Ça se peut. Oui, tout à fait. C'est ça. Quand on est en vacances, on n'est pas à job. Donc, ensuite, il a été conduit au poste de police pour se faire interroger. OK. Donc, sa déclaration d'être un agent russe a été accueillie avec scepticisme. Certains pensent qu'il pourrait, qu'il aurait pu avoir dit ça comme une tentative de plaire un peu à ses interrogateurs aussi. OK, dans le sens... Oui, mais il l'a dit d'emblée. Il l'a dit d'emblée, puis au poste de police, ils ont continué à lui poser des questions. OK. Il a continué d'avancer sa théorie ou son histoire que c'était un agent russe. Puis le monde, il croyait plus ou moins. 24 ans. Ouais, c'est ça. Même, je te dirais, dans l'article, le premier ministre albanais, il s'appelle Edi Rama, je ne le connaissais pas. Et non, c'est le frère de Photo. Photo Rama, de Dolo. De Dolo, c'est le frère de Dolo. Edi Rama, oui, excuse-moi. Il s'est dit perplexe quant aux motivations de Zorin et de ses 2 compagnons pour espionner une usine d'armes en ruine qui n'a aucun secret. En plus, c'était une usine de fabrication de AK-47 qui est une arme russe. Donc, si c'est vraiment des agents venus espionner, ils sont pas à la bonne place. Ils sont venus espionner leurs propres vieilles usines. Ouais, c'est ça. C'est pas leur usine, mais je veux dire, ils fabriquaient quelque chose qui n'a aucun secret et qui est abandonné depuis plus de 10 ans. Écoute, si c'est vrai, c'est le pire agent russe que la Terre ait porté. Ouais. Parce que dans son manuel, il doit avoir un petit bout où est-ce qu'ils disent dans le manuel du parfait espion, n'arrivez pas en Camaro orange en plein jour.
Avec du AC/DC dans le tapis. Ouais. Ils ont peut-être mis des doubles négations, puis là, il était tout mêlé. Il était tout mêlé, peut-être. Mais écoute, il a fait plein de choses à ne pas faire. Il a juste lu la page à ne pas faire. Ah, c'est ça. Puis lui, il a comme pris ça pour du Il traînait son livre dans ses poches, puis il avait sué, là, puis là, ça avait comme effacé ne pas faire. C'est ça. En fait, c'était 2 pages qui étaient collées. Il était tout mélangé. Mais les 2 autres, ils ont-tu fait? Nous aussi, on est des agents russes. Ouais, c'est ça, on va y arriver. Non, Okay. ils n'ont pas dit russe, là, mais Okay. bref. Puis le premier ministre albanais continuait aussi à dire, parce que présentement aussi en Europe, c'est un petit peu touché, là, avec la guerre et tout ça. Fait que, il y a comme une espèce de méfiance envers la Russie ou les Russes, suite à l'invasion de l'Ukraine. Donc, n'importe qui commence à dire des affaires comme ça, souvent, on va essayer de traiter ça un peu plus... De façon diplomatique. Ouais, c'est ça. Oui, on essaie de ne pas causer d'incidents diplomatiques. Exact. Donc, une clé de l'enquête. Une quoi? Un élément clé de l'enquête. OK. Un élément clé de l'enquête est la demande d'extradition rapide de l'autre russe, qui est une femme, qui s'appelle Svetlana Timofeyeva. Okay? Fait que la Russie, quand ils ont su que... Svetlana. Que ces 3 jeunes-là, dont 2 Russes, s'étaient fait capturer, qu'un disait qu'il était un agent, eux autres, ils ont tout de suite reconnu Svetlana et ils ont immédiatement demandé une demande d'extradition de Svetlana à l'Albanie. Ah, mais pas l'autre. Non, pas l'autre. Ben voyons donc, c'est bien pas fin pour l'autre. Il est comme, je suis un agent russe, puis il rappelle sa copine. C'est comme, puis moi, non, pas toi. Toi, t'es tellement poche, on te laisse là. Ouais. C'est bien bizarre. Mais, fait que la Russie a vraiment rapatrié Svetlana. En fait, ils ont demandé à la rapatrier. Puis elle, la veux-tu? Immédiatement. Je vais te faire juste expliquer c'est qui Svetlana. Svetlana, c'est une photographe urbaine, encore une fois. Elle est renommée quand même un petit peu plus. Elle a un Instagram avec 250 000 followers. Ah, OK. Sur cet Instagram-là. Hey, question niaiseuse. Tu as le droit d'avoir un Instagram en Russie? J'aurais pas pensé. Ouais, je suis pas sûr qu'ils sont... qui habitent tant en Russie que ça. C'est ça. C'est des Russes, mais ouais, c'est ça, ils se promènent. Ouais. Sur Instagram, si vous voulez aller voir, son nom, c'est Lana Sator. Lana Sator. OK. Ouais. La demande d'extradition alléguait que Svetlana était recherchée en Russie pour une affaire criminelle qui remontait en 2018, liée à une intrusion illégale sur un site militaire souterrain à Tchekhov, qui est une ville au sud de Moscou et qui abritait dans le temps un centre de commandement nucléaire durant la guerre froide. Ah, fait qu'ils l'ont pas rappelé parce que c'est une agente, ils l'ont appelé parce qu'elle est recherchée pour quelque chose d'autre. Oui, pour avoir fait un autre acte similaire et ça a été fait /pogné, mais peut-être pas capturé. Là, donc, je comprends. Ou elle doit avoir mis des photos de ça sur son Instagram, puis l'armée russe n'est pas contente. Oui. Donc, ils voulaient la rapatrier. Le procureur albanais en charge de l'enquête a trouvé suspect le fait que Moscou ait réactivé une vieille affaire pour justifier la demande d'extradition de Svetlana. OK. Fait que, c'est un petit peu louche quand même. C'est sauce. C'est sauce. Cependant, l'avocat de Svetlana a affirmé que sa cliente ne souhaitait pas du tout retourner en Russie et qu'elle s'opposait fortement à l'extradition en raison de ses positions publiques contre Poutine et la guerre en Ukraine. OK, ben c'est vraiment... OK, parce que c'est vraiment... Sûrement, là, je suis pas une spécialiste, mais c'est sûrement pas une espionne russe si elle ne veut pas y retourner. Selon ce que j'ai lu, quand tu te fais prendre en tant qu'espion et que la Russie te rappelle, tu es très bien traité en Russie parce que tu as accompli une mission. Finalement, tu t'es fait pogner, tu t'es fait attraper, mais tu as rempli une mission et ces gens-là sont extrêmement... pas traités en héros, mais presque. Ils font partie des événements officiels et oui, parce qu'ils ont recueilli de l'information et tout. Là, je sais pas à quel point tu as recueilli de l'information à 24 ans. C'est comme quand ton équipe gagne la Coupe Stanley, mais là-bas, tu reviens et tu as une parade parce que tu as volé des informations aux États-Unis. Je sais pas à quel point, mais moi, j'étais surprise parce que je pensais que tu retournais là-bas puis qu'elle allait, je sais pas, là... penser que tu as fait exprès ou que tu as vendu de l'information aux États-Unis ou bon. Ou ben non, ils te font une belle parade puis ils donnent une plaque puis
Il t'envoie au goulag. Une semaine après, genre, tu meurs de plutonium. Là, oui, d'empoisonnement au plutonium. Tout d'un coup, t'as un rash, puis finalement, ça finit. Ouais, c'est ça, tes dents, ils tombent, puis t'es liquéfié, genre, à l'intérieur. Oups! On sait pas ce qui arrive. s'est passé. Alors, oui, mais si Svetlana veut pas y aller, sûrement parce que c'est pas une espionne. Mais ils ont raison de trouver ça bizarre qu'il ait réactivé une vieille accusation pour la rappeler. Là. Puis elle est comme, non, je veux pas y aller. C'est sûr que si t'as écrit sur ton Instagram, Poutine is my bitch, peut-être que... T'as peut-être pas le goût d'en retourner. Et voilà. Ouais. En même temps, c'est peut-être juste pour créer le chaos. Là. C'est vrai. On sait pas, hein? C'est vrai. La confusion. La confusion. Ouais. La confusion. Donc, l'enquête va se concentrer sur le contenu des dispositifs électroniques, là, des drones, des téléphones portables, des caméras vidéo et les ordinateurs portables des suspects. Ah, il était full équipé. Oh oui, c'est... Wow, OK. Ouais, c'est pas des newbies, là. Ils sont pas arrivés là avec leur iPhone. Probablement, ouais. Non, mais pas juste leur iPhone. Non, pas juste leur iPhone. Probablement, oui. Oui, Nicolas. Mais encore. Au moment de l'article, il y avait juste un drone qui avait été entièrement analysé. Ce drone-là contenait des images de sites sécurisés albanais et de barrages hydroélectriques qui ne sont pas abandonnés. OK. Fait que c'est quand même un peu sauce, comme tu disais tantôt. Et ils jugeaient ça très inhabituel pour des explorateurs urbains. C'est sûr que des explorateurs urbains qui prennent des photos du barrage d'Hydro-Québec, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Exemple. Est-ce qu'ils faisaient genre du repérage? Ou ils ont fait des prises de drone et au loin, il y a des barrages. Il y a ça aussi, là. À quel point c'était centré. Peut-être. Parce que des fois, c'est ça. Des fois, c'est comme, oui, j'ai ça sur mes images, mais c'est pas ça le but de mes images, là, tu sais. Fait que c'est en cours? Ben oui, c'est en cours. Fait que, tu sais, après l'analyse du drone, ben là, les enquêteurs trouvent ça un peu suspect. L'avocat dit que c'est typique comme image. Mm-hmm. Donc, tu sais, il y a un débat à ce moment-là. Mais c'est toujours en cours. Fait que c'est toujours entouré de mystères avec des éléments de preuve en grande partie circonstanciels. Oui. Les personnes arrêtées, bien que passionnées d'exploration urbaine, ont été interpellées alors qu'elles pénétraient sur un site militaire désaffecté, ce qui a suscité des soupçons. Cependant, les véritables intentions restent sujettes à débat. Donc, ils vont pouvoir aller explorer une cellule. Oui, entre-temps. Entre-temps. Une cafétéria. Oui, c'est ça. Je dirais que l'enquête se poursuit. Je vous tiendrai au courant. Oui. Mais je trouvais ça quand même un petit peu champion de se faire pogner, de se déclarer tout de suite un agent russe, de se défendre au poivre de Cayenne. Oui, pour finalement que la Russie te rappelle jamais, mais qui appelle ton ami. Ouais, c'est ça. Pauvre petit gars. Ouais. On n'a pas de détails sur le troisième suspect. Non. Ah, écoute, ça aussi, mais c'est un Ukrainien en plus, fait que c'est un peu spécial. Ah, c'est 2 Russes avec un Ukrainien. Ouais. Oui, c'est un peu spécial. Puis lui, il a pas dit « je suis un espion de des pays qui nulle se battent. part ». Non, c'est ça, c'est des pays qui se battent, là, c'est pas nécessairement Non, tout à fait. les individus. Là. Tout à fait. Mais ouais. Ah, mais c'est super intéressant. Ben, merci beaucoup pour cette belle histoire. Ça fait plaisir. Donc, moi, j'enchaîne avec mon cas, qui est un excellent cas. J'ai vraiment aimé lire sur le personnage. Alors, je t'ai fait une petite mise en scène. Au départ, on parle de Tony Mucci. Mucci. Je pense que ça se dit comme ça. Je ne peux pas le dire autrement. Non, exact. Mucci. Si tu le dis pas comme ça, oui, on dirait que ça marche pas. T'es pas dans la gang. Exactement. Tony Mucci est un personnage connu de la mafia montréalaise. Alors, je te le présente. Il s'est fait connaître du public le 1er mai 1973. Okay. Donc, ça fait très longtemps. À l'âge de seulement 18 ans, quand il a ouvert le feu sur le journaliste du Devoir, Jean-Pierre Charbonneau, en pleine salle de rédaction. Ben voyons donc. Oui. Je savais pas que ça s'était passé, honnêtement. Non. Je savais pas qu'il y avait déjà eu une fusillade en pleine salle de rédaction du Devoir. Le journaliste s'en est tiré. Il n'est pas décédé. Vous savez, à crime tonique, on ne fait pas dans le sanglant. Et Mucci a été appréhendé, donc pas très bon.
Non. est condamné à 8 ans de prison. Honnêtement, 8 ans de prison pour avoir tiré live sur des journalistes, Ouais, c'est je ça. trouvais ça pas beaucoup. Je pensais que ça arrivait juste à l'autre là, qui fait JE. Là. Comment il s'appelle? Auger, Michel Ouais. Auger, Eh ben ouais, lui, il s'était fait lui, il tirer. s'était fait tirer dans un Là, il y a stationnement. le nouveau là, qui fait toutes les affaires de motards. Félix Séguin. Félix Séguin. Il est incroyable, lui. Ouais. Félix Séguin, appelle-nous si t'as des scoops. Qui est vraiment bon. Lui, il est en train de sortir un livre, là, d'ailleurs, sur une histoire de source. Là. En tout cas, il est extraordinaire, Félix Séguin. Ouais. Oui, si j'avais plus de courage, j'aimerais ça être Félix Séguin. Je changerais pas ma job Hey! de faire des cas, survoler des cas de l'actualité dans En mon riant. bunker en riant. Au lieu de rencontrer des gens de la mafia en leur demandant « T'étais où le 23 soir? » Trouve pas ça pas correct ce que tu fais? Ouais, exactement. Non. Donc, Tony Mucci fait ses 8 ans de prison ou sûrement un peu moins. À sa sortie de prison, il est devenu un membre influent de la mafia montréalaise, donc il ne s'est pas repenti en prison, allant même jusqu'à participer aux négociations pour fixer le prix du kilo de cocaïne avec les motards. Oh wow! Toujours chic, il a aussi des business légales comme un centre équestre et un fleuriste. C'est un gentleman cambrioleur. Et tueur. Oui, un petit peu. En 2006, son nom apparaît même sur la liste des possibles successeurs de Vito Rizzuto, le parrain extradé aux États-Unis. Donc, c'est vraiment quelqu'un en vogue dans la mafia. Mais une période d'instabilité frappe alors la mafia montréalaise et Tony Mucci a même été victime d'une tentative de meurtre en 2008, comme plusieurs autres acteurs de la mafia. Ça l'a vraiment brassé dans ces années-là. C'est dur, 2008, hein? La crise Oui. économique. Les Panama Papers, le plus gros hiver que la Terre ait porté. Ah ouais? Oui, c'était la neige, là. Je pense qu'on a eu Ah, je me rappelle pas de ça. 6 mètres de neige à Québec, là. Oui, oui. 2008, ça a été une année difficile. Où suis-je? Je te présente maintenant un autre acteur, Philippe Paul. C'est un enquêteur chevronné aux méthodes non orthodoxes. Mhm. Parce que Nicolas dit toujours ça quand on écoute un film. Et voici un policier aux méthodes non orthodoxes. Ouais. Mais en même temps, on a juste ça à la télé. Oui. Tu sais, c'est tout le temps. Puis c'est quoi au Québec, là? Comme on dit, on a 3 types de téléromans. Oui. T'as Des polices. les policiers aux méthodes peu orthodoxes. Oui. T'as des médecins aux méthodes peu orthodoxes. Ben, des médecins qui ont tous des gros problèmes de consommation aussi. Oui. Un alcoolique, un Sont tous- héroïnomane. Tout blanc. Oui, oui. Oh mon Dieu. Il faut bien un téléroman de médecins pour voir des hommes blancs et des femmes blanches à la télé. Je m'excuse, là, mais si vous allez dans des hôpitaux, c'est plus nuancé, et c'est très bien, c'est plus nuancé que ça. Ouais. Des docteurs avec des origines diverses, il y en a en titi. Puis quand on regarde à la télé québécoise, non, très peu. Ouais. Les docteurs sont Puis blancs. le troisième, c'est les écoles. Les écoles. Les Fait que t'es écoles. dans une école. Les écoles, oui. 3 sortes de téléromans au Québec. Le prochain qui devrait revenir, c'est dans une école, je pense. Oui, là, on serait dû pour une école. Ouais. Ou un centre jeunesse. Ouais, tu sais. Quelque chose de quelque même, chose ouais. public, là, social. Là. Social, oui. Ouais. Quelque chose. Donc, Philippe Paul, un enquêteur chevronné, une vedette de la police qui possède beaucoup de sources. Lui, donc, il est en lien avec beaucoup de sources qui lui donnent beaucoup d'informations. Donc, aussi, ça lui donne un ego démesuré. Parce qu'il se considère très cool d'avoir beaucoup de sources et de tout connaître du monde criminel. Donc, lui, Philippe Paul, il joue le tout pour coincer Tony Mucci, parce que Tony Mucci, il reste que ses années de prison sont derrière lui, mais il continue à être un criminel. Donc, il veut coincer Tony Mucci, mais celui-ci est rusé et intelligent et très paranoïaque. Ouais. Ben, Oui. c'est souvent ce qui arrive hein, au patron du crime Oui. organisé. Oui, il roule dans un Ford Expedition blindé. Habituellement, ces véhicules-là servent à des dignitaires en zone de guerre. Lui, il s'en est commandé un. Il y a des gardes du corps en permanence qui sont lourdement armés. Mais qu'importe, les sources de Philippe Paul coulent de l'information au SPVM et permettent d'arrêter Tony Mucci et de l'inculper pour possession d'armes parce qu'ils n'ont rien
plus Non, c'est ça. à lui reprocher pour l'instant, mais quand il l'arrête, il est en possession d'armes, donc il l'inculpe pour cette raison-là. Mais c'est souvent ce qu'ils vont faire avec les plus grands, là, parce que Oui. ils sont tellement plus loin de l'action qu'à part si t'es capable d'enregistrer quand ils donnent des ordres, t'es pas jamais rien faire. Exactement. Et c'était comme ça qu'il avait pogné Al Capone Ah dans oui. le temps. Oui, c'était pour évasion fiscale. Oh mon Dieu. Il payait C'est pas banal. ses impôts, genre, puis là, ils l'ont pogné pour ça. Puis that's it. Wow, c'est ça, Pas c'est pour banal. le reste des meurtres qu'il a commandé, de l'alcool, tu sais, prohibition, peut-être le kid. Non. T'sais, t'as pas payé tes taxes, ok, ben tu là, genre 8 ans de prison. Puis rendu en prison, ben tu sais. Ben c'est ça, au moins, il le retire de la circulation Ouais. en espérant que la criminalité va se calmer. Là. C'est Ouais, un ouais. peu ça. Là. Mais là, Tonimuchi est arrêté par le sergent Paul et il sait très bien qu'avec ses antécédents, il ne sortira pas de prison de sitôt s'il est reconnu coupable. Quand Ouais. même, il a été accusé de tentative de meurtre et là, il est de retour en prison pour possession d'armes. Un matin, le sergent Philippe Paul est approché par l'avocat de Tonimuchi directement dans un couloir du palais de justice de Montréal. L'avocat, un criminaliste chevronné qui défend plusieurs membres de la mafia montréalaise, n'est pas un ami du sergent Philippe Paul. Au contraire, les deux hommes ont souvent à s'affronter lors de procès. Donc, l'avocat le regarde, lui fait signe de s'approcher et lui tend un post-it jaune. Sur ce post-it jaune-là, il y a une chose. Pas de message, pas de mots, seulement 4 numéros. OK. Mais Philippe Paul comprend immédiatement, de par l'apparence des numéros, ce sont 4 numéros de source. Numéro de téléphone? Non, parce que les sources sont identifiées selon un numéro, genre OK. 10-34-2208, 11- bon, Moi, son numéro de dossier. là, son genre. numéro de dossier parce qu'ils ne seront pas identifiés par leur nom dans le système. Oh, ils font pas ça. C'est intelligent. Ben non, ils vont avoir aussi leur nom, mais ils sont principalement identifiés par le numéro. Donc, il reconnaît les numéros, sûrement avec à cause qu'il y a des tirets ou du nombre de chiffres qu'il y a dans les numéros. Ouais, c'est ça. Donc, il reconnaît les numéros mais il ment. Il regarde l'avocat criminaliste et tout de suite, il ment effrontément et dit « Ben, je sais pas c'est quoi ces numéros-là, là, ça a vraiment pas rapport, là, si tu penses... » Puis là, il est même pas subtil. Si tu penses que c'est vraiment des numéros de source, tu dis n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il est un mauvais menteur. Oui. Mais lui, il sait, Philippe Paul, que l'heure est grave parce que ça vient de quelque part, ces sources-là. Donc, je te ramène maintenant au 19 décembre 1955. Qu'est-ce qui arrive le 19 décembre 1955? Quelqu'un est né. Oui, quelqu'un est né. Ian Davidson est né. Ian Davidson vient d'une famille montréalaise anglophone. Son frère est super ambitieux, super travaillant. Il fera fortune dans l'industrie minière, puis il va couler des jours heureux dans une villa au Costa Rica, le chanceux. Ian, lui, c'est notre introverti. Discret, simple, tranquille, se contente de peu. Je lis ça, je fais « c'est moi, ça ». Au début de la vingtaine, il rentre dans les forces policières. Okay. Quand même, tu sais, il veut être police, mais peu désireux de monter les échelons rapidement. Oui, il veut être policier, mais un policier tranquille. C'est bon, ça. Ça en prend. Ben exactement. Hein? Puis il fait son petit bonhomme de chemin dans la police relax. Yann, par contre, c'est tout un charmeur. Il a premièrement 3 enfants avec la fille d'un haut gradé de la police de Trois-Rivières, puis il la quitte pour une collègue policière, puis l'histoire se répète quelques fois. Il est qualifié par ses collègues d'homme à femme, mais ici, on fait pas du Yann shaming, là. Il peut bien faire ce qu'il veut. Il est quand même... tu sais, un peu partout, là, il est introverti. Oui! Il est pas super ambitieux. Mais là, il pogne full. Ouais, moi, quand j'ai lu ça, j'étais super surprise. J'imaginais qu'il y avait vraiment quelqu'un qui l'avait pas avec les femmes. Puis au contraire, c'était un charmeur, puis ça fonctionnait, là. Il y avait des blondes, il changeait de blonde. Il a même sorti avec une de ses copines. Quand ils se sont laissés, il a sorti avec sa sœur. Eh ben. Oui, il faut le faire, là. Ben ouais. Fait que je trouvais ça bizarre.
je me disais juste peut-être que son travail, c'était pas comme super important pour lui. Sa vie personnelle l'était plus. Fait que ses collègues disaient « Ah, tu sais, il est plate, il sort pas avec nous. » Mais pour lui, c'était peut-être pas super important. C'était pas un passionné de son travail. Lui, il aimait les femmes, ses autres projets peut-être. OK. À travers ses nombreuses années au sein de la police, entre les années 1975 et les années 2000, tranquillement, l'informatique fait son entrée dans les forces de police, partout d'ailleurs. Alors que plusieurs ne comprennent pas l'utilité de ce virage, là on est vraiment à l'étape que les gens font « Oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi un ordinateur? » Yann, lui, il est super intéressé par tout ce qui concerne l'informatique. Puis, c'est la tâche idéale pour lui parce qu'il n'aime pas le terrain, il n'aime pas l'action. Il n'aime pas les gens. Il n'aime pas les gens, il n'aime pas le danger. Il se sent beaucoup plus à l'aise derrière son bureau à découvrir comment intégrer les nouvelles technologies à son environnement de travail. Alors que ces tâches-là répugnent ses collègues qui sont hyper ambitieux puis qui veulent être sur le terrain. Tu sais, c'est comme vraiment deux styles de policiers, c'est un peu cliché, là, mais deux styles de policiers très différents. Tu sais, tu fais-tu du terrain ou tu es plus dans les bureaux? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si tu veux monter dans la police, je suppose que ça te prend des accomplissements, là. Oui. Genre des médailles ou je sais pas trop, là, un peu d'avoir été... De partir du beat cop, là, qu'ils appellent, là, de la personne qui se promène sa rue, puis tout ça, à monter à enquêteur / whatever. Je veux dire, il y a des... il doit y avoir des étapes. Là. Il faut que tu aies des accomplissements pour que tu finisses par monter les échelons, si c'est ça que tu veux. Exact. Yann, ça ne l'intéresse pas. Non, c'est ça. Fait que c'est parfait. De fil en aiguille, il devient l'un des premiers cracks informatiques de la police montréalaise. Il en faut. Puis il aide ses collègues au niveau de la technologie, puis ses collègues trouvent qu'il va vraiment trop vite. Ah ouais. Parce qu'il explique, mais il explique trop vite. Puis quand il va sur le... C'est commun, ça. Oui, c'est commun. À ce genre de monde-là. Oui, des gens introvertis qui connaissent l'informatique, là. C'est dur à expliquer à des érudits. Oui, t'as toujours l'impression... Moi, je suis de ceux qui demandent des explications. J'ai souvent l'impression de ralentir le groupe. Ouais. Il va pas sur le terrain, Yann. Quand il est obligé, il va être un boulet. Il y a des histoires dans le livre qui prouvent qu'il n'y a aucun réflexe. Il sait pas tirer. Il se met les pieds dans les plats. Il a peur. Ça l'intéresse pas. Ouais. Il est vraiment mieux dans son bureau. À un certain moment de sa carrière, il est même responsable d'observer et de traiter des fichiers de pornographie juvénile. Donc, c'est un travail extrêmement difficile et il s'acquitte de cette tâche difficile-là sans broncher. C'est un bon soldat. Pas que ça lui plaît, c'est juste que il faut quelqu'un qui le fasse et c'est lui. Quelques années plus tard, il devient officiellement analyste à la division des renseignements criminels du SPVM. Okay. Le fameux énorme bureau de police à la place Versailles à Montréal. Ah oui, OK. Oui, c'est là que ça se situe. Et il a alors une responsabilité de haut niveau. Il est responsable de la liste des informateurs de la police. Eh bien. Oui, donc tous les informateurs qui risquent leur vie afin de fournir de précieuses informations aux forces policières doivent être, les informations sur ces gens-là doivent être colligées à la même place et c'est sur cette fameuse liste-là. Les sources, donc on les appelle les sources, sont rémunérées et leur identité, naturellement, doit rester secrète à tout prix. Elles risquent leur vie pour donner de l'information et elles risquent d'être éliminées si leurs partenaires criminels, parce qu'elles trempent dans le milieu criminel, apprennent qu'elles coulent de l'information. Le Bureau des renseignements criminels renferme les meilleurs enquêteurs qui traitent de dossiers concernant les pires criminels. Donc, c'est comme je te dis, à la place Versailles qui est concentré tout ce beau monde-là. Bon. Donc, on dit que les collègues de Yann l'acceptent bien, même s'il est super introverti et un peu à l'écart. C'est drôle parce qu'il disait qu'il taquinait, entre autres, parce qu'il avait tout le temps son oreillette Bluetooth. Tu sais, dans le temps que les oreillettes Bluetooth... Oui, dans le temps que les oreillettes Bluetooth sont sorties, il y avait des gens comme ça... Il y a du monde qui sont fait des torticolis, là. C'est pas léger comme tes AirPods là, à Star, là. Ah, tu penses que c'est lourd? J'ai jamais porté ça. J'en avais pas dans ce temps-là. Fait que je sais pas. Mais un agent d'immeuble, ça avait son oreillette, là. Ouais. Mike Gauvin. Mike Gauvin. Célèbre film québécois. Michel Gauvin, Mike Gauvin.
Québec-Montréal, le film des années 2000. Mais effectivement. Oui. Puis le monde qui ont ça, ils parlent tout le temps fort. Oui. Dans le vide. En plein milieu d'un restaurant. Ouais. Oui, c'est superbe. Son poste à Yann ne le fait pas briller, mais les années passent puis il trouve son compte. La liste qu'il contrôle, donc la liste des sources, est super importante et chacun des policiers qui veulent y avoir accès doivent avoir de bonnes raisons. OK. C'est lui qui la contrôle. C'est lui qui demande les bonnes raisons? Exactement, c'est lui qui demande les bonnes raisons. Tu peux pas consulter cette liste-là pour rien. Non, même s'il apporte des fleurs. Non. Un petit chocolat. Non. Non. Non, il est... non. Il est pas facile. Il est pas facile. OK. Quand Yann voit des irrégularités, il est déjà arrivé qu'il participe à rectifier la situation. Même au cours de sa carrière, il contribuera à monter un dossier pour le congédiement d'un collègue trop curieux. OK. Donc, c'est quelqu'un, à prime abord, qui a l'air très droite. Mm-hmm. À l'approche de sa retraite, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment. Il a pas eu une scoliose. À cause de son oreillette Bluetooth, peut-être que ça y a grillé des petites cellules. Mais il prend une décision incroyable, celle de trahir tous ses collègues et son serment policier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il insère une clé USB, sûrement plusieurs clés USB. Ouais, c'est ça. Dans son ordinateur et il copie, tiens-toi bien, le nom des 2000 informateurs actuels de la police avec leurs renseignements personnels, les informations exactes qu'ils ont fournies et les montants reçus. Wow. Oui. Deuxièmement, le nom de tous les informateurs de la police depuis les années 70. On s'entend que même si ces gens-là ne collaborent plus avec la police, il y en a beaucoup qui sont encore en vie. On s'entend. Puis il y a des criminels qui se sont fait mettre en prison qui attendent juste de savoir de où ce que l'information venait. Ça. Puis là, whoop, tu sais, sort de là, puis la personne, sa famille, puis tout. Ah oui, bonsoir. Ça peut aller très loin, oui. Il copie aussi le nom et tous les renseignements personnels de tous les agents de police avec leurs photos. Wow. Parce que la police, ça aime ça être confidentiel. Aussi, ouais. Oui, parce que ça a un travail que tu veux pas que les méchants que tu arrêtes, ils savent où est-ce que tu habites puis où est-ce que ta fille va à l'école. Entre autres, pourquoi ils retournent pas chez eux avec le char de police. Exactement. Puis pourquoi il y en a beaucoup qui ont même pas de Facebook. Ouais, c'est ça. Ou qu'ils n'ont pas leur vrai nom sur Facebook. Exact. Oui, moi j'en connais des amis policiers puis ils n'ont pas de Facebook à leur nom, là. C'est tout à fait logique, là. Et il copie aussi sur ses clés USB, sur une clé USB, non, plusieurs clés. Ouais, peut-être. Les renseignements concernant toutes les enquêtes en cours, rien de moins, là. Les enquêtes en cours... OK, il a comme fait genre select all, copy, paste. Voilà. Sur sa clé USB. Voilà. Toutes les enquêtes en cours, les personnes impliquées et les informateurs qui collaborent, donc les enquêtes qui ont des informateurs, les indices, tout. Wow. Ces informations mettent des milliers de personnes en danger. Tous les policiers, tous les informateurs seraient en danger de mort si une telle liste se retrouvait entre les mains de criminels. Par exemple, je te donne un exemple, ça, je n'avais pas pensé quand j'avais lu cette information-là. Pour une enquête en cours, on pourrait décider de faire disparaître tous les témoins gênants. Mm-hmm. Toutes les sources, tous les témoins et tous les policiers. Donc, il n'y aurait plus d'enquête. Non, c'est ça. C'est terminé. Il n'y a plus personne pour témoigner. Exact. Et tout ce qui te reste, c'est genre un marteau avec du sang dans un sac Ziploc, genre dans le sous-sol. Il n'y a personne qui dit où est-ce qu'il l'a trouvé. Non, c'est ça. Puis il n'y a plus personne qui veut anyway, genre, aller dire quoi que ce soit. C'est parce que tout le monde qui a rapport à ça disparaisse. Exactement. C'est ça qui arrive aussi. Non seulement c'est des années de travail à l'eau, on s'entend, mais les services policiers seraient extrêmement ébranlés parce que il n'y a plus de sources qui voudraient jamais donner de l'information à la police. Donc, tout le système sur lequel reposent les enquêtes s'effondrait. Oui. Un peu comme le monde n'a plus le goût de donner leur information à Desjardins depuis. Un peu comme ça, Nicolas. Ouais. Donc, cette liste peut valoir son pesant d'or si on trouve le bon acheteur. Ouais. On s'entend. Après 33 ans de loyaux services, Yann Davidson prend sa retraite en janvier 2011. Yann refuse qu'on lui organise une fête. Il veut partir discrètement.
Eh ben. Avec sa poche pleine de clés USB. Ouais, c'est ça. Il fait clic. Non, c'est bon, je vais y aller, gang. Tu veux-tu une bière? Non, c'est correct. Non, c'est bon. Moi, j'ai hâte d'y aller. Je pense qu'on n'y a pas fait la bascule. Oui, il aurait échappé toutes ses clés USB. Il est fou. On lui demande s'il y a des projets de retraite. Il dit non. Sauf peut-être un petit voyage dans le sud. Ah ouais, c'est ça. Il est coquin, hein? Que j'en reviendrai plus jamais. C'est sûr. Et sac. En vérité, Yann souhaite vendre sa liste magique et prendre sa retraite au soleil, donc il quitte son petit bureau de la place Versailles sans vague. Quelques mois après la retraite de Yann, des informations parviennent aux policiers de la part de sources confidentielles. Il semblerait que quelqu'un, quelque part, ait une liste à vendre. La liste de tous les informateurs de la police, de tous les employés et des enquêtes en cours. Donc, des réunions d'urgence sont organisées car les autorités prennent ces informations très au sérieux. Ben ouais. Les hauts dirigeants se cassent la tête à savoir qui pourrait avoir de telles informations et ils en viennent à la conclusion qu'il est impossible qu'une telle fuite vienne du SPVM. Ben ouais. Impossible. C'est sûr. Impossible. Mais non. Dans le temps où rien n'était vraiment branché sur Internet. Là, Exactement. il y a juste une seule personne qui s'occupe de tout rentrer dans les bases de données. Et cette personne-là est fiable. A pris sa Fin retraite. de la discussion. Ouais, c'est ça. Donc, ils disent carrément que la rumeur est infondée. Mais les sources, pendant ce temps-là, là, eux, ils ont peur. Ben oui. Donc, ils en parlent beaucoup à leur contrôleur, en fait, c'est ça. Leur policier. Handler. Oui, exact. Et les rumeurs persistent. Donc, le projet Assainir, le projet s'appelle vraiment Assainir, est lancé. C'est un projet visant à trouver plus d'informations sur la possibilité que peut-être une telle liste existe. Et trouver le détenteur de cette liste. Mais acquiescer à ça, c'est avouer ton tort. Exactement. Ils disent non. Tu peux pas dire c'est vrai, puis tu peux pas enquêter là-dessus. Là. Exact. Fait ils font, on va enquêter, mais pour vous faire plaisir. Ouais. Parce qu'on est sûr de notre shot. Puis, je pensais à ça tantôt. Yann, il a vraiment dû un peu faire ça sur un coup de tête, là. Peut-être. Il doit pas avoir prévu beaucoup son coup, là, parce que s'il avait prévu son coup, il n'aurait pas passé une journée à copier des clés USB. Là. Il en aurait volé un petit peu au fur et à mesure. Là. C'est tout lui qui rentre les affaires. Il n'y a rien qui t'empêche de comme rentrer ça sur l'ordinateur puis l'écrire sur un autre calepin à côté en même temps. Ouais. Okay. Et ouais, peut-être. Ben, peut-être qu'il l'a fait sur un peu une longue période. Là. Peut-être qu'il l'a pas fait la dernière journée avant de quitter. Là. Ouais. Donc, Yann Davidson, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est à retraite. Il se rend au Costa Rica pour réfléchir aux prochaines étapes de son plan. Pourquoi le Costa Rica? Ben, son frère habite là. Ouais, c'est ça. Mais deux, il n'y a pas de traité d'extradition avec le Canada. Ah. Donc, s'il y a un problème, on est à l'abri des représailles canadiennes. Ouais. Ce qui fait que, puisqu'il n'y a pas de traité d'extradition, il y a des criminels au Costa Rica, des criminels canadiens. On dit même qu'il y a des motards qui coulent de vieux jours au Costa Rica. Ben le Costa Rica est rempli de motards québécois. Ça va bien. Et il y a beaucoup, donc, de potentiels acheteurs de la liste. Il peut aller négocier directement avec eux. Je sais pas si la République, c'est comme ça aussi, République dominicaine. Ah, je sais pas. Parce qu'il me semble que je vois bien du monde aussi qui vont rester là-bas. Qui habitent là. Ah, je sais pas. Avec mes voyages que j'ai faits, c'est sûr qu'on va pas visiter partout. Non. Il me semble que c'est pas le genre de place super glamour à rester. Là. Non. Fait que je sais pas. Moi, je sais pas. Mais le coût de la vie est plus bas, naturellement. Aussi, comme là. au Costa Rica. Ouais. Donc, Yann regroupe des informations pouvant intéresser différents groupes criminels. Parce que oui, la liste, il peut la séparer aussi pour faire plus d'argent. Donc, différents groupes criminels, on veut dire les moteurs criminalisés, gangs de rue, mafia, ou même le K-Crew, qui est un groupe kurde très violent, actif dans la vente de stupéfiants. Ah ouais? Ouais, le K-Crew. 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 Ris pas d'eux autres. Ben là, je vais pas rire des autres. Non. Ouais. T'es aimes tes dents? Ouais, c'est ça. Ils sont belles tes dents? J'aime où ce qu'ils sont. T'es aimes où ce qu'ils sont? Arrête de rire du K-Crew. C'est bon. Bon. Il pense toucher 1 million de dollars minimum et il veut finir ses jours au Costa Rica. Sa conjointe, all-in. Sa blonde, elle le sait, puis elle est d'accord. Bon.
Parle-moi de ça. Parle-moi de Un ça. couple qui se tient. Un couple qui se tient. Elle est bien contente parce que son emploi de gestionnaire RH la fait saouler. Ouais, Puis- c'est plate. C'est plate. Puis son petit bungalow à Laval, c'est plate. Ouais. Fait qu'elle vive au Costa Rica puis être millionnaire au Costa Rica, elle trouve ça trippant. Boire des margaritas. Oui, elle trouve ça le fun. Donc, Ian Davidson, naturellement, il sait qu'il joue avec le feu. Là. Il emprunte 215 000 à même son hypothèque. Donc, il réhypothèque sa maison pour s'équiper. Système d'alarme, armes, voyage, matériel informatique. Parce qu'il sait que ça peut être dangereux ce qu'il fait. Mais pourquoi il reste au Québec? Pour l'instant, il fait des allers-retours pour trouver des acheteurs, mais oui. Ils n'ont pas de téléphone, ce monde-là? Non, c'est comme ça. Non, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, hein? Je sais pas pourquoi il faisait des allers-retours, mais je pense qu'il voulait aller se faire des contacts, il cherchait, sûrement qu'il est allé rencontrer du monde là-bas, qui est revenu ici, mais il faisait vraiment des allers-retours. Et là, c'est là qu'il décide de contacter Tony Mucci, mon Tony Mucci du début. C'est au début de l'été 2011 que Ian Davidson approche Tony Mucci pour lui faire part de ce qu'il possède. Donc, l'information se rend au sergent vedette Philippe Paul par l'une de ses nombreuses sources. Il faut dire que les sources étaient super bavardes sur le dossier parce qu'elles avaient toutes peur que la liste sorte. Leur vie en dépendait. Et on sait aussi que le vendeur de la liste va rencontrer Tony Mucci, donc le vendeur de la liste étant Ian, mais pour l'instant, les policiers ne savent pas que c'est Ian. Ouais. Mais les policiers réussissent à prendre des photos du dit vendeur qui s'en va rencontrer Tony Mucci, mais ils prennent des photos de dos. OK. Donc, ils ne savent pas que c'est Ian, sinon ils l'auraient reconnu. Ben, pourtant, les photos de sa fête de retraite, ça devait être pas mal ça, là. Lui qui s'en va, genre, de dos. De dos. De dos. Mais, donc, on voit juste le vendeur de dos. Donc, la police ne sait pas c'est qui pour l'instant. Mais c'est suite à cette rencontre que Tony Mucci va demander à son avocat de contacter le sergent Philippe Paul pour lui dire que il a des numéros de sources en main parce que le fameux post-it jaune sur lequel est inscrit 4 numéros, ce sont exactement les 4 sources qui ont dénoncé Tony Mucci. Ah. Donc, il y en a qui disaient que Tony Mucci doutait que l'information soit véridique. Il voulait tester la marchandise. Oui, peut-être. Il y en a d'autres qui disaient que c'était une démonstration de bonne foi naturellement pour réduire sa peine. Ah, peut-être. Ça aurait pu être ça aussi. Toujours est-il que le sergent Paul fait des vérifications et les numéros de source sur le post-it non seulement sont exacts, mais en plus sont dans le même ordre que dans l'ordinateur de qui? De Ian Davidson. Donc, là, ils comprennent où est-ce qu'est la taupe. Ouais. Où est-ce là, ils ont catché que la seule personne qui s'occupait de la liste, c'était aussi la personne qui l'avait volée et qui essayait de la revendre. Exactement. Ils ont dit « Ah, la personne qui avait accès à la liste, c'est elle, la fuite. » C'est pas mal ça, oui. Fool me once. Pendant qu'il y a un big boss que ça fait 100 fois qu'il y a des meetings puis qui dit « Non, c'est impossible, ça se peut pas que ça soit la police. » Ça se peut pas qu'après 33 ans, il ait reviré sa veste. Ouais. Ben oui, peut-être. Le gars qui voulait rien faire d'autre que juste s'occuper de la liste. Exact. Finalement, a vendu la liste. Qui avait le seul mot de passe. Oui. Le seul gars qui avait le mot de passe, finalement, c'est lui le croche. Eh bien. Donc, on comprend que c'est Ian Davidson la taupe. Le 9 septembre 2011, Ian Davidson est mis sous filature. Le SPVM et la GRC travaillent main dans la main. Et avec une photo de Ian Davidson de dos, on comprend que le vendeur de la liste, c'est Ian Davidson. Ils ont pris Ian Davidson de dos, le vendeur de dos. Puis là, ils ont fait « Hey, ça se ressemble! » Il y a le même tatou de lézard dans le bas du cou. Oui, c'est ça. Tu sais, des enquêteurs chevronnés. Ouais, c'est ça. Oui. Il y a des policiers qui sont même envoyés au Costa Rica où la police locale est rencontrée. La police locale, elle s'enflache pas d'un fleur du tapis. Elle a une solution pour eux. Elle fait « Amigo, si vous voulez vous assurer qu'il ne donnera jamais d'informations à quiconque,
il faut l'éliminer, ce Davidson, non? Là, je prends pas l'accent costaricain. Non, c'est ça. Il n'a pas dit amigo, il a dit gringo. Peut-être, oui. Mais c'est juste que la police costaricaine a d'autres manières de procéder. Ouais, c'est ça. Ils extradient pas, eux autres. Non, ils font Ils exécutent. Il est pas fin, tiens-les. Ah, c'est ça. C'est de même, ça marche. That's it. Pendant ce temps, Ian Davidson est toujours sous filature. On le voit sortir avec une mallette d'ordinateur portable à la main. Donc, lui, il va se rendre chez un de ses anciens collègues du SPVM qui s'appelle Jean-Guy Cadieux. Pourquoi? Parce que Jean-Guy Cadieux, c'est un collectionneur d'armes à feu. OK, je pensais que tu voulais savoir pourquoi il s'appelait Jean-Guy. Non, ça faudrait que j'appelle sa mère, là. Jean-Guy Cadieux, c'est un collectionneur d'armes à feu. Fait que tous des gens super cool dans la police parce que Jean-Guy Cadieux, il possède un arsenal d'armes à feu. Et là, tiens-toi bien, certaines enregistrées, d'autres non. Ah ben oui. Ben écoute, pourquoi pas? Lui, les a-tu pris dans la seule inventaire que lui tenait dans le sous-sol du poste de police pour les armes saisies? Lui, c'était le responsable des armes à feu non enregistrées, puis il en a volé. Mais non, c'est pas vrai. C'est le début du télétravail. Fait qu'il amenait ça chez lui. Il amenait des armes chez eux. C'est ça. Ça se peut. Au début, Yann voulait que Jean-Guy lui vende une arme pour sa protection, mais finalement, la transaction n'aura pas lieu. Et on sait que Yann n'a jamais parlé à Jean-Guy de sa fameuse liste. Ouais, non. Il a été suspecté, Jean-Guy. Il a été arrêté, mais finalement, il n'y avait pas matière. Non, arrêté pour d'autres choses, non? Pour ses armes non enregistrées? Ah, je sais pas. D'après moi, il a fait plus ça, Jean-Guy. C'est un policier. Hey, tu dis qu'il y aurait du favoritisme? Non. Tes opinions de complotistes. J'arrête là. T'arrêtes là. Yann Davidson se rend dans un restaurant et stationne sa voiture près de la porte d'entrée, mais rentre dans le restaurant sans sa mallette. Branle-bas de combat, les policiers qui le suivent en filature sont fébriles parce qu'ils savent que la mallette est dans le char. Mais là, ils n'ont pas le droit de rien faire. Ils n'ont pas le droit de rien faire. Ils sont tous à l'entour de l'auto, là, puis là, ils sont comme sur la pointe des pieds. Là, oui. Ils sautillent, là. Oh là là, et juste là, je peux pas y toucher. Non, parce qu'ils n'ont pas de mandat. Mais ils tentent d'obtenir un mandat par tous les moyens au même moment. Donc, il y a comme un big boss qui est en ligne pour essayer, en communication avec un juge pour obtenir un mandat. Il essaie de rejoindre le juge au country club. Là. Oui, exactement. C'est comme, non, le juge est en train de jouer au 9e trou. C'est ça, on faut va pas le déranger. Exactement. Il presse pas avec ses autres amis juges. C'est ça. Fait que les font comme, non, il est occupé. Donc, tout le monde est sur les dents parce que naturellement, les minutes sont comptées. Et les policiers, tout d'un coup, il y a un cadre supérieur qui communique très clairement dans les oreilles de tout le monde. On autorise un C-24! Et là, tu vas me dire, vas-y. Ah, OK. Vas-y. Qu'est-ce qu'un C-24, Marie-Ève? Merci. Lis ton texte. J'aime voir la détresse dans tes yeux. Un C-24, c'est une procédure qui a été mise en place en 2001 par le gouvernement de Jean Chrétien et qui autorise aux fonctionnaires de commettre un acte criminel sous certaines conditions précises. Quand ça, le 4 novembre? Le 4 non, pas le 4 novembre. C'est le C-24. Ah, OK. Le 4 novembre. Oui, donc... qui autorise... Tu m'as déconcentré. Qui autorise des fonctionnaires à commettre des actes criminels et à ne pas répondre. C'est pas comme ça que ça marche, madame, parce que les fonctionnaires répondent souvent, c'est pas comme ça que ça marche, madame. Et moi, de dire... c'est comme aucune violence ne sera tolérée, sauf si c'est un C-24. Là, ils ont le droit de te sauter dans la face puis t'arracher le nez avec leurs dents. Oui, parce qu'on saura que beaucoup de fonctionnaires ont une petite pancarte sur leur cubicule qui dit « Ici, aucune violence verbale ne sera tolérée. » Et moi, pour une raison qui m'échappe, ça fait monter de la violence en moi. Il y a toujours une raison pourquoi ils en viennent à mettre des avertissements partout. Oui. Qu'aucune violence ne sera tolérée. Oui, des fois, c'est leur attitude, puis des fois, c'est juste le système qui ne fonctionne pas. Mais lui, au lieu de régler le système, ils mettent des pancartes. Oui, il y a préséance à la pose de poster anti-violence. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, la police en désespoir de cause réquisitionne un camion cube, le stationne devant la voiture de Yann. Fait que là, Yann, dans le restaurant, il peut plus voir son char. Ah, c'est bon. Ils font un écran. Ils n'ont pas fait affaire avec des
Les gars de la porteurs de miroirs. Des porteurs de miroirs là, qui marchent tranquillement devant. Avec un miroir. Puis il fait comme, mais voyons qu'il y a 2 gars qui fument une cigarette avec un miroir devant mon char. Oups! Ça serait Qu'est-ce qui s'est passé? Ben presque. C'est un camion cube. Ben réquisitionner un camion cube, c'est quand même... Ouais, moi je voudrais pas, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait ça, mais j'imagine le gars qui a une petite livraison à faire avant son heure de dîner. T'as 4 policiers qui sautent dessus. On veut ton camion cube! Puis comment il me reste juste une laveuse à livrer avant mon heure de dîner? Ta gueule, il casse le nez, il pitch dehors. C'est ça. Là, il est sur l'asphalte, tu comprends pas. Puis ils vont juste stationner le camion cube 3 mètres plus loin. Le gars doit-tu rester la bête? Hey, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai le nez cassé, puis mon camion, il est là, il est arrêté. Vous en aviez besoin pour ça? T'aurais dû me le demander. J'ai arrêté. Puis je serais allé manger au restaurant. Hein? On l'a le scénario. On va en faire un film. Oh, un film, c'est sûr. Fait qu'il y a un camion cube stationné devant le restaurant. Yann ne voit plus sa voiture. Pendant ce temps-là, les policiers brisent sa fenêtre et s'emparent de la mallette. Et pour dissiper les soupçons, ils vandalisent quelques autres voitures autour pour qu'ils ne pensent pas qu'il est ciblé. C'est de l'abus de C24. Là. Je pense que c'est de l'abus de C24. C'est pas genre le chaos total. Là. C24, tout le monde va être fou. T'imagines, il se trompe, là, puis il met ça sur le CB de tous les fonctionnaires du Canada au complet. Là. C24, là, c'est l'apocalypse. Ben oui, mais c'est parce que moi, je me dis, si je m'étais fait péter ma vitre de char à ce moment-là, puis qu'un policier m'avait dit... Ouais, on a pété ta vitre de char juste pour faire assemblant c'est ça. qu'on voulait péter plein de vitres de char pour pas que lui, il sache qu'on volait sa mallette. J'avais fait « Pardon? » Pardon. À cause de ça, j'ai manqué mon entrevue. J'ai perdu la job de ma vie. Ma femme m'a laissé. Mon enfant, ça m'a coûté 50$ la minute à la garderie parce que j'étais en retard. Oui. J'aurais été fâchée de me faire péter ma vitre de char par un policier pour aucune bonne raison. Mais bon, il y a peut-être des gens qui l'apprennent aujourd'hui. C'est vrai, hein? Il y a des sources peut-être que... En 2011, vous avez fait péter votre vitre de char pour rien. Il y a des sources de la police qui ont la vie sauve, probablement. Oui. Non, mais c'est pas pour rien. Mais presque. Au même moment, les policiers obtiennent un mandat pour l'écoute électronique et le mettent sous écoute. Donc, Yann sort du restaurant au même moment, puis il est abasourdi par le vol qu'il vient de subir. Il appelle sa conjointe. Donc, on l'entend, il est sous écoute. Le coup monté a fonctionné, car Yann Davidson ne se doute de rien. Pour lui, c'est un petit bandit qui vient de lui voler son ordinateur. Ouais. Il n'y aura pas de conséquences à ça. Et on enregistre toute la conversation. Fait que là, on est vraiment, vraiment sûr que c'est lui, si jamais on s'en doutait. Et en plus d'écouter sa ligne téléphonique, on aura aussi le droit d'installer des micros chez lui. Et c'est là qu'on apprend qu'un de ses fils est impliqué dans l'affaire. Ah, en plus? Oui, en plus. Donc, lui a contacté des groupes criminels. Excuse-moi, pour vendre la liste. Le temps presse parce que Yann a prévu de repartir au Costa Rica et il n'est toujours pas arrêté. Donc, il est finalement arrêté le 8 octobre 2011 directement à l'aéroport de Montréal. Puis sa conjointe est arrêtée à la maison. Donc, lui, il est ramené à la maison pour se faire interroger. Puis, ce qu'on veut, c'est le confronter. Ouais. Les deux... Yann et sa conjointe sont interrogés, mais Yann est super arrogant, prétend qu'il n'y a rien à se reprocher, puis que si des policiers ont trouvé des documents dans son ordinateur, c'est parce qu'il a le droit de travailler de la maison. Il a eu le droit de travailler de la maison avant sa retraite. Ah ouais. Ben, c'est pas fou, là, je trouve, comme raison. Sa conjointe, elle, est à côté, elle est blanche comme un drap, elle est terrorisée. Elle n'a pas de poker face. Donc, les policiers quittent la maison sans aveu, mais naturellement continue d'enregistrer les conversations. Ouais. Et là, c'est là que sa conjointe va le supplier de tout avouer et va le supplier de détruire ce qu'il possède. Donc, Yann, à ce moment-là, a son passeport confisqué et il attend des développements de l'enquête. L'enquête, elle, piétine parce que théoriquement, le vol est de moins de 5 000 $. C'est juste une liste qu'il a volée. Oui, c'est ça, ça vaut rien. Ça vaut rien. Il y a d'autres accusations qui pourraient être déposées, mais ça serait complot ou méfait. Puis ça, il faudrait vraiment un procureur chevronné pour plaider ce type d'accusation-là, surtout si tu dévoiles pas la preuve. Parce que la preuve, c'est quoi?
plein de sources que leur vie sont en danger que tu veux absolument pas nommer dans un palais de justice. Ben oui. Fait que c'est vraiment une patate chaude. Puis les SPVM, en plus, ont vraiment peur que l'histoire devienne publique. Fait que déposer des accusations, ça veut dire que ça va devenir public, puis eux, ça leur tente pas. Mais finalement, le 16 janvier 2012, les grands médias de l'information révèlent le scandale au grand jour et à ce moment-là, on n'a pas l'identité de la taupe, mais on sait qu'il y a une taupe au SPVM et ça passe dans tous les journaux. À ce moment-là, la vie de Ian Davidson est vraiment en danger. Ben oui. La police lui demande de collaborer en lui disant « On peut pas assurer ta sécurité si tu collabores pas. Si tu dis que tu n'as rien à te reprocher, on n'a pas de raison d'assurer ta sécurité. » Si t'es coupable, on va te protéger. Oui. Mais là, si tu nies puis qu'on est obligé d'aller en procès, ben je t'aide pas pendant ce temps-là. C'est ça. Yann refuse la collaboration et va se terrer à l'hôtel Châteauneuf. Quelques jours plus tard, son identité est bel et bien révélée dans le cadre d'un reportage de la presse. Le couple est toujours à l'hôtel. Sa conjointe quitte la chambre d'hôtel momentanément pour aller faire quelques courses. Et quelques temps plus tard, elle reçoit un message texte de Yann qui lui dit juste « It's over ». Donc, elle redoute le pire. Elle contacte immédiatement les différents corps de police en se disant « Il s'est passé quelque chose ». C'est son mari, c'est ça? C'est ça. Yann lui texte seulement « It's over ». Je pensais que c'était quelqu'un d'autre, mais c'est Yann. C'est vraiment Yann. Est-ce que quelqu'un d'autre a pris le téléphone à Yann? C'est ce qu'elle ne sait pas à ce moment-là. Ah, ouais, OK. La police s'en vont tout de suite à l'hôtel. Ils vont découvrir Ian Davidson sans vie dans la chambre d'hôtel. À ce moment-là, il y a une enquête extrêmement poussée et complexe et minutieuse qui va se mettre en branle pour vraiment, vraiment s'assurer que c'est pas un maquillage. Qu'il est mort? Non. OK. Ils sont pas très bons à date là, dans leurs enquêtes. Effectivement. Mais qui s'est bel et bien enlevé la vie et que personne l'a éliminé. Et oui, cette enquête va permettre de confirmer à 100% qu'il était seul et qu'il s'est enlevé la vie. Encore aujourd'hui, certaines parties du matériel informatique saisi chez Ian Davidson demeurent indéchiffrables pour les enquêteurs. Ah ouais, OK. Il y avait des fois jusqu'à 7 niveaux d'encryptage. Wow, fait qu'il a encrypté sa liste à lui, mais pas celle de la police. C'est ça qui est drôle, oui. Ian Davidson restera un des meilleurs techniciens informatiques que le SPVM ait connu, malgré que sa trahison ait contribué à provoquer de nombreux changements au sein du SPVM. Oui, parce qu'on a dit que plus tard, on a su qu'il avait refusé de protéger les fameuses données de Ian Davidson. Il avait refusé d'acheter un logiciel au coût de 100 000 $. Donc, il s'en mordait les doigts quand tout cela est arrivé. Je sais pas. Hein? Donc, il paraît que la découverte de Ian Davidson en tant que taupe a contribué à provoquer des changements au sein de nombreux corps de police. Donc, je vous encourage à lire le fabuleux livre de Fabrice de Pierrebourg et de Vincent Larouche qui s'appelle Taupe, infiltration, mensonge et trahison des éditions La Presse. Toutes les sources seront sur notre site Internet. C'est fascinant. Ah oui, c'est fascinant. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête pour qu'un jour, il fasse... Moi, je pense que c'est quand tu arrives au bout de la retraite que tu fais « Wow, j'ai travaillé tellement d'années. » Puis je suis même pas capable... Probablement que c'est ça, il voulait juste aller finir sa vie au Costa Rica, mais son conseiller financier, il a dit oublie ça, man. Oublie ça, t'as une petite retraite. Mais quoi tu sais, il a travaillé au SPVM toute sa vie, il a une bonne retraite quand même, je sais pas. Une bonne retraite, mais comparativement à son frère qui avait fait fortune dans l'exploitation minière, qui était sûrement millionnaire, puis lui, il a risqué, entre guillemets, il était policier, c'est supposé être noble comme travail, dans le sens, tu sais, c'est des gens qui risquent leur vie, là, même s'il est dans son bureau. Il roule pas sur l'or. Non, puis il roule pas sur l'or. Fait que je pense que c'est une espèce de revanche. Là. Peut-être. Une revanche. Dans mon métier, on appelle ça un SPOF. Ah ouais? C'est quoi ça? Un single point of failure. Tu sais, quand t'as comme juste une personne qui s'occupe de quelque chose vraiment névralgique. Oui! Moi, j'ai trouvé ça fascinant que c'est beaucoup trop... J'aurais même pas voulu avoir cette confiance-là
En disant, si jamais ça sort, c'est sûr qu'ils vont penser que c'est moi. Oui, non, c'est ça. Tu sais, je veux pas être la seule personne qui a accès à cette liste-là. Je veux qu'il y ait plusieurs personnes. Tu sais, Oui, j'ai trouvé ça fabuleux. Fait que c'était Yann Davidson, la taupe du SPVM. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Ève. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Donc, ça va être tout pour cette semaine. On vous invite à nous suivre sur nos différents médias sociaux. On a le groupe Crime Tonic Podcast. Crime Tonic Podcast, le groupe Facebook, où est-ce qu'on jase de plein de trucs. On met des informations supplémentaires. On fait des petits reels où est-ce qu'on danse. On est beau. Ouais. J'ai des bloopers. Ah oui? Oui, je vais mettre des bloopers. C'est bon, ça. Oui. Où est-ce que je me trompe puis tu me fais vraiment un air bête. C'est très drôle. OK. T'as vraiment l'air tanné que je me trompe. C'est vraiment comique. Instagram. J'ai plein de haine là, quand on fait le podcast, c'est pour ça. On a l'Instagram, on a TikTok. Gênez-vous pas pour nous laisser des commentaires. On a YouTube aussi. On a YouTube. Laissez-nous des commentaires sur Apple Podcast. Apple Podcast, s'il vous plaît. Ça nous aide à mieux sortir dans les algorithmes. On vous remercie infiniment et on vous laisse sur le mot de la fin. Si vous faites le mal, faites-le bien. Merci. Au revoir.